L'avènement du gouvernement du Nouveau Départ en avril 2016 a sonné le gong des grandes réformes institutionnelles dans notre pays. Le chef de l'État, son Excellence Patrice Talon, a décliné la transformation structurelle de l'économie béninoise comme le pilier numéro 2 de son programme d'action du gouvernement. L'amélioration des performances de l'éducation reste un axe stratégique, notamment dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. C'est pourquoi il a confié ce département ministériel à une femme compétente, économiste démographe de formation, maître de conférences des universités, un modèle d'excellence féminin qui prône le travail bien fait. Nous avons une dame de fer qui maîtrise vraiment tous ces chantiers et que nous accompagnons de notre mieux. C'est elle vraiment donc la figure de proue de ces réformes. Disons-le qu'elle est courageuse. Elle n'a pas une langue de bois, elle sait là où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle dit ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, elle le dit. Marie-Odile Latanasso égale à la rigueur. C'est la rigueur, le sens du travail bien fait. Marie-Odile Latanasso, pour ma petite personne, c'est rigueur, c'est méthode et c'est endurance. Marie-Odile Latanasso, devenue ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a tout de suite compris que le défi était grand. Dès sa prise de fonction, elle initie des rencontres avec les différents acteurs du sous-secteur de l'enseignement supérieur et confirme le diagnostic réalisé et contenu dans le projet de société du candidat Patrice Talon, devenu président de la République. Des réformes s'imposaient donc. Nous avons trouvé un secteur de l'enseignement supérieur qui ne se portait pas très bien. Nous avons constaté un nombre insuffisant d'enseignants, un enseignement public de très peu de qualité, dû au fait que les infrastructures n'étaient pas adaptées. Le nombre d'enseignants était insuffisant. Le nombre de places assises pour les étudiants, nous étions venus avec une place assise pour 4 étudiants. Le monde de la recherche, il n'y avait pas beaucoup de fonds pour la recherche également, il n'y avait pas beaucoup d'intérêt pour la recherche. Nous avons fait le tour de tous les secteurs, nous avons constaté les insuffisances et nous avons pris les décisions, quelquefois un peu dures, qui s'imposent pour améliorer le système éducatif. De 2012 à 2015, le Bénin est passé de 2 à 7 universités publiques avec 24 centres universitaires. La restructuration de la carte universitaire fut la première grande réforme initiée conformément à la vision du président de la République. Un pays fait la politique de ses moyens. Que vous prenez une université, ça veut dire que vous devez avoir les équipements, les infrastructures, le corps enseignant, le corps administratif pour que les étudiants soient accompagnés pour leur formation. Nous avons constaté que les universités étaient disséminées dans le pays. Certaines universités étaient dans des bâtiments loués, dans des centres de jeunes. L'université, pour moi, c'est le summum de l'éducation. Il a donc été décidé de prendre des mesures structurelles pour corriger la situation. Le nombre d'universités est passé de 7 à 4. 2 universités pluridisciplinaires à Abomey-Calavi et Parakou et 2 universités thématiques. Il s'agit de l'Université nationale d'agriculture, UNA, et de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, UNESTIM. Les 2 universités thématiques obéissent à cette option qui est de former surtout dans les domaines de l'agriculture, qui est un domaine prioritaire de développement pour notre pays, et le domaine futur donc des nouvelles technologies qui, disons donc, qui va promouvoir le développement aussi pour l'avenir. Voilà un peu les 2 orientations qui ont fait que nous avons retenu ces 2 universités thématiques. La vision de cette université, c'est de propulser la compétitivité du Bénin dans le monde, sa force en innovation et sa propre économie du savoir. La mission permet donc d'ouvrir de grandes écoles. Par exemple, nous avons l'École nationale supérieure des travaux publics. Vous connaissez, il y a beaucoup de formations en génie civil qui se font dans le pays. Mais il faut une école pour inféoder tout ça là. Il y a l'École nationale supérieure de génie énergétique et des procédés. Nous avons beaucoup de problèmes d'énergie. Il y a l'École nationale supérieure de génie mathématique et de modélisation. Et dans tous les domaines. Si on peut expliquer par les mathématiques les résultats en sciences et en technologie, on gagnerait beaucoup. Les objectifs de l'équipe de Marie-Odile Latanasso étaient clairs.
ne faut pas créer les universités pour la forme de les créer. C'est les besoins économiques, c'est les besoins au niveau mondial qui nous amènent à créer des filières de formation pour accompagner l'économie. Mais tel n'était pas le cas. Les universités étaient beaucoup plus des universités politiques, ce qui ne devrait pas être le cas dans un pays où les moyens sont réduits. Depuis quelques années, le classement des nouveaux bacheliers des écoles et instituts se faisait selon leurs compétences ou à partir des concours, avec parfois un manque de transparence quant à l'accès aux bourses et aux modalités de paiement des frais d'inscription. Pour y remédier, le gouvernement a décidé de procéder à la sélection des nouveaux bacheliers sur une base des performances au baccalauréat par une commission nationale en fonction du nombre de places. Si on veut, même en amont, le ministère a écrit à tous les ministères sectoriels pour leur demander quels étaient leurs besoins d'ici 5 ans. Et c'est au terme donc des réponses que les ministères ont données que nous avons déterminé sur l'ensemble du budget alloué par le ministère des Finances pour les bourses, que nous avons déterminé quels sont les domaines et les quantités de bourses dans tel domaine, et surtout avec un accent sur les domaines prioritaires de développement. C'est les moyennes pondérées, calculées sur la base donc, des notes obtenues au baccalauréat, qui nous permettent donc de classer par ordre de mérite tous les demandeurs de bourse dans les filières de leur option. Une réforme qui entraîne de facto une autre, la réorganisation du système d'attribution des allocations universitaires. Le défi était de mettre le système d'attribution des allocations universitaires en adéquation avec le système LMD licence master doctorat appliqué au Bénin depuis 2010. Les réformes qui ont été opérées ces 2 dernières années dans le système d'octroi des allocations d'études universitaires sont essentiellement au nombre de 4. Il y a la mensualisation des bourses, il y a la bancarisation démonopolisée, il y a la relecture du cadre réglementaire, il y a l'informatisation du système d'octroi des allocations d'études universitaires qui s'inscrit dans le cadre global de la dématérialisation de l'administration publique au Bénin. Par décision du Conseil des ministres, la mensualisation et la bancarisation démonopolisée des allocations universitaires sont devenues effectives dans notre pays. L'ancienne pratique qui consistait à payer les bourses aux étudiants en 1 ou 2 tranches au plus chaque année biaise cet objectif des allocations d'études universitaires qu'est d'assister l'étudiant financièrement au cours de sa formation. Nous avons discuté avec le chef de l'État et le ministre des Finances. Il a demandé que désormais la bourse soit attribuée aux étudiants à la fin du mois. Comme pour tout fonctionnaire, les 20 du mois, les étudiants peuvent avoir leur bourse dans leur compte. La seule contrainte qu'il y a eu, la plupart des étudiants n'avaient pas de compte. Et donc, il fallait donner le relevé d'identité bancaire. Mais tout est rentré dans l'ordre. Maintenant, tous les boursiers sont payés mensuellement, ce qui permet d'avoir de meilleures conditions de vie pour les étudiants. La question de l'authentification et de l'équivalence des diplômes, longtemps critiquée, est désormais totalement réglée. Il y a un décret de 2005 qui met en place une commission nationale d'études des équivalences de diplômes. Et cette commission se charge donc de mettre en équivalence les diplômes qui sont obtenus à l'étranger. Et ce décret dit que tout diplôme obtenu à l'étranger doit non seulement d'abord faire objet d'authentification, mais d'équivalence avant tout usage au Bénin. Nous avons hérité alors d'une accumulation, ce que nous avons mis pratiquement au moins 1 an ou 6 mois, 9 mois par là pour évacuer. Après avoir fini d'évacuer ça, il fallait maintenant commencer par voir comment alléger la tâche à ceux qui viennent. Et c'est ainsi donc que nous avons communiqué suffisamment, nous avons fait beaucoup de communiqués, nous avons allégé le nombre de pièces parce que nous avons trouvé qu'il y a des pièces qui n'étaient pas très utiles, qu'il fallait déposer. Nous avons fait d'autres formulaires, les formulaires avec des parties que l'intéressé remplit lui-même. Nous avons trouvé des moyens pour pouvoir accélérer, parce que c'est des lettres que nous écrivons
aux signataires de ces diplômes et qui doivent pouvoir nous donner des réponses. Et c'est là qu'on a souvent des difficultés. Mais on a trouvé un certain nombre d'alternatives qui nous permettent désormais d'aller plus vite. Dans le souci de mettre en place des procédures internes et systèmes d'évaluation pour permettre aux établissements publics et privés de l'enseignement supérieur d'atteindre un niveau d'excellence académique, le gouvernement est entré dans la démarche de la création de l'AQE, entendez l'Agence pour la qualité et l'évaluation. L'agence qualité est un instrument qui s'impose à nous si nous voulons prendre le train donc du développement, d'autant plus que nous avons des conventions que nous avons signées avec, au niveau de la sous-région, au niveau de l'Afrique et pourquoi pas de façon mondiale, qui existent désormais, que l'on puisse évaluer la qualité, mesurer la qualité de tout ce que nous faisons comme enseignement. Cet instrument, en fait, est un instrument qui fait des évaluations. Évalue les programmes de formation, évalue les accréditations, évalue les diplômes, évalue les établissements, évalue le matériel, évalue les enseignants, évalue les étudiants, évalue les laboratoires, évalue même le personnel administratif au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur. L'autre réforme prise à bras le corps par la ministre en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique est l'assainissement de l'environnement des établissements privés d'enseignement supérieur, EPES. Constat. Il y a d'abord un constat d'injustice, injustice réglementaire, injustice sociale qui se solde par le mécanisme de co-signature. Ce constat a été repris et validé par le gouvernement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, parce que le mécanisme qui était mis en place était tel que tous les Béninois ne pouvaient pas avoir la bonne information. Nous étions à près de 168 établissements privés d'enseignement supérieur, mais seuls 52 avaient le Graal de ce que nous appelions la co-signature. Le deuxième que nous avions noté comme constat est que le processus d'homologation des programmes et des filières comportait un certain nombre de biais. Ces biais peuvent aller jusqu'à ponctionner beaucoup d'argent à différents niveaux. L'autre constat que nous avions aussi fait, c'est un constat de laxisme et de liberté que différents acteurs prenaient avec les tests qui régissaient les établissements privés d'enseignement supérieur. De part et d'autre, il y a une sorte de laisser-aller. Et tout cela regroupé donnait une image des établissements privés qui n'était pas une image réluisante. Dans ce contexte, l'organisation des examens nationaux de licence et de master était devenue impérieuse. L'examen veut dire simplement que l'État sort de la co-signature et donne la chance à tous les établissements de former, mais par contre, chaque étudiant va se voir évaluer ce qu'il a appris. La décision a été aussi prise pour sanctionner, au regard de la loi, selon les dispositions des tests qui existent, tous les établissements privés d'enseignement supérieur qui donnent dans la démesure, qui donnent dans le mensonge, qui font de la publicité mensongère en disant « nous délivrons des masters, nous délivrons des diplômes de licence et de master ». Il n'est plus question que les établissements privés d'enseignement supérieur délivrent ces diplômes-là. Il est question qu'ils forment à ça et c'est l'État qui organise les examens et qui délivre. Et ce, pour 3 ans, c'est important à le dire. C'est vrai que le combat n'a pas été facile, mais c'est un combat de qualité, de justice sociale. D'autres réformes, pas des moindres, ont été notées dans le monde universitaire depuis l'avènement du gouvernement du nouveau départ. Il s'agit entre autres de la subdivision de la FLACH en 2 nouvelles entités, la faculté des lettres, langues, arts et communications FLAC et la faculté des sciences humaines et sociales FACH. La dématérialisation de la gestion des examens et concours, la suppression progressive du BTS et aussi la création des instituts universitaires d'enseignement professionnel, UIEP, dans 8 corps de métiers retenus comme porteurs d'emploi. Le taux de chômage le plus élevé se retrouve au niveau du monde universitaire. C'est quand même un peu dommage puisque quand on finit l'université, c'est pour pouvoir servir à quelque chose. C'est pour ça que nous avons décidé de créer le diplôme universitaire de technologie métier et qui se fait en 2 ans. Et par rapport à ça, nous avons identifié 8 métiers
qui sont nécessaires pour notre pays. Nous en avons identifié 8, les métiers de l'agriculture, les métiers du bâtiment, les métiers du bois, les métiers de mécanique auto, informatique et réseau, métiers textiles, commerce et artisanat. Nous avons comme ambition de donner plus d'employabilité aux jeunes à travers nos différentes formations, que ce soit dans les instituts universitaires, que ce soit dans les corps de métiers que nous allons créer. Des réformes ont été également engagées dans la procédure de recrutement des enseignants et doctorants pour le compte de nos universités. Cette nouvelle procédure, ouverte à l'international, comprend plusieurs étapes. En 2016, lorsqu'on était venu, on ne pouvait pas recruter parce qu'il y a déjà eu 300 enseignants qui étaient déjà recrutés en 2015. Donc on n'avait pas encore régularisé les situations, donc, qui ne percevaient pas les salaires. Donc le ministère des Finances avait choisi l'année 2016 donc, pour régulariser donc, la situation de ces enseignants qui ont été recrutés en 2015. Ce qui a fait qu'en 2016, nous n'avons pas pu faire de recrutement. En 2018, où on doit recruter 200 enseignants pour le compte de 2018. 200 enseignants, 100 qui prendront donc service en 2018 et les 100 autres prendront service, mais avec une incidence financière du paiement de leurs salaires en 2019. Lorsqu'on nous notifie le nombre d'enseignants à recruter, par la suite, nous écrivons aux universités pour dire, pour le compte de cette année, voilà le nombre d'enseignants dont nous avons besoin. Et quand on crie aux universités, on dit aux universités maintenant, sur cette base-là, nous faisons une répartition. Nous faisons un appel à candidature qui part d'un communiqué radiodiffusé où pratiquement toutes les cours sont informées, que ce soit les Béninois qui vivent à l'intérieur comme ceux qui vivent à l'extérieur, sont informés qu'il y a un recrutement et voilà les profils dont on a besoin. Et sur cette base, les gens peuvent donc aller déposer leurs dossiers au niveau du conseil scientifique sectoriel. Et par la suite, il y a la mise en place d'un corps de jury pour procéder donc à l'évaluation des dossiers qui ont été déposés. Les dossiers ensuite convoyés au niveau du conseil scientifique de l'université. Et qui par la suite, le dossier arrive au ministère. Nous saisissons le ministère de la fonction publique pour enfin les mettre à disposition de chacune des universités. La gestion de l'administration et des ressources humaines a retrouvé son efficience depuis l'arrivée de Marie-Odile Atanasso à la tête de ce département ministériel. Le gouvernement, le président de la République comprenait notre système, notre administration, comment ça fonctionnait. Et ça, je pense qu'il a même plus de détails que nous autres secrétaires généraux aujourd'hui. Donc, dès le début, les secrétaires généraux ont été pris en compte par le secrétaire général du gouvernement dans des formations, dans les partages d'expériences d'ailleurs. Donc, si vous arrivez dans n'importe quel ministère, au fait, les secrétariats généraux devraient fonctionner de la même manière parce qu'il y a une structure type. Pour commencer, c'est seulement au niveau sectoriel que selon les cas, mais le fonctionnement est réellement le même. Aujourd'hui, le secrétaire général sait ce qui est le travail qu'il a à faire et la politique n'intervient pas au niveau du secrétariat général. Le sous-secteur de l'enseignement supérieur a connu au cours de ces 10 dernières années une explosion des effectifs dans nos universités avec pour corollaire la baisse de la qualité des prestations des services liés aux œuvres sociales. Marie-Odile Atanasso a très vite engagé des actions allant dans le sens de l'amélioration des prestations sociales. À notre arrivée, depuis plusieurs mois, il y avait plus de conseils d'administration au COUS. Le premier conseil d'administration était venu au terme de son mandat, donc nous nous sommes attelés à mettre en place le conseil d'administration. Avec le FUNIAP, ils nous ont donné une ambulance neuve, médicalisée, des matériels médico-techniques, des médicaments et nous ont aidé à former tout le personnel des infirmeries. Nous avons également fait un recensement paiement pour un assainissement des finances publiques afin d'une gestion rationnelle du personnel. Au niveau de la restauration, nous avons fait des formations sur les normes sanitaires. Malgré la suspension des activités étudiantiles, nous avons quand même sensibilisé un lot d'étudiants au leadership féminin. Et nous faisons également des sensibilisations aux résidents sur les comportements à adopter en résidence universitaire. L'innovation majeure, ce sont les fourneaux à gaz que nous avons installés également dans toutes les cuisines du COUSACI. Les 2 dernières années ont été également marquées par quelques troubles sur les différents campus universitaires. Malheureusement, qui dit mouvement étudiantin dit très souvent
hélas, violence, manifestations, tous azimuts, etc. Donc on a dû prendre une première décision pour interdire temporairement, je dis bien temporairement, les mouvements et associations estudiantiles, histoire de voir plus clair, de situer les responsabilités et de donner un nouveau souffle au mouvement estudiantin. Mais la Cour nous a dit qu'on n'avait pas le droit de le faire et a demandé à ce que la suspension soit levée. Le chef de l'État, soucieux de la sécurité des populations et du respect des franchises universitaires, a autorisé de nombreuses concertations qui aboutiront à la mise en place de la formule susceptible de garantir la liberté d'association des étudiants et une meilleure représentativité devant les instances académiques. La Constitution a dit, vous ne devez pas les encadrer, vous ne devez pas les mettre dans des chemises. Ils sont libres d'association, d'institutions et tout ce que vous voulez. Il y a un nouveau texte, un nouveau décret qui a été pris et qui définit désormais les modalités de collaboration que l'État, que ce soit le ministère ou donc un démembrement de l'État, c'est-à-dire les différents rectorats, devrait désormais avoir avec les différentes organisations estudiantines sur l'ensemble de nos campus universitaires. Et donc, nous demandons désormais, comme cela se faisait autrefois, mais de façon un peu plus structurée aujourd'hui, demandons désormais à nos jeunes frères, aux étudiants, à nos amis, d'aller aux élections. La structure ou les structures qui auraient obtenu au terme de cette élection-là au moins 30% du suffrage, cette organisation sera d'office représentative au niveau des universités. La structure qui sortira de la même élection, je dis bien de la même élection, avec un pourcentage supérieur à 40%, cette structure sera représentative de cette université, donc des étudiants de cette université, mais cette fois-ci au niveau national. Les étudiants se sont organisés en association, 3 grandes fédérations d'étudiants. Notre souhait est que les échanges, qu'on leur permette quand même d'échanger avec le gouvernement, qu'on les écoute et que eux aussi, qu'ils puissent se ranger dans un couloir tracé par le gouvernement pour poser leurs problèmes et qu'on puisse les écouter. Et de ces échanges, on va évidemment trouver des solutions aux problèmes qui sont les leurs et qui sont certainement des problèmes sérieux. Les sessions annuelles du Conseil sectoriel de médiation et du dialogue social organisées à bonne date redonnent espoir aux différents représentants du personnel. Avec l'arrivée de Madame la ministre, on constate que les 2 syndicats sont réellement impliqués dans les activités du ministère. Depuis son arrivée, les conseils du dialogue social sont régulièrement organisés. Tout ne peut pas être rose. Nous avons eu beaucoup d'améliorations dans les rapports avec Madame le ministre. Seulement qu'au début, elle n'était pas bien comprise, mais avec le temps, quand elle a commencé par rencontrer les gens, le personnel, tout le monde, en tout cas, ça a commencé par prendre temps. Et donc le personnel aujourd'hui est plus ou moins satisfait de la collaboration actuelle, notamment nous, représentants des travailleurs. Donc en matière de dialogue social, nos revendications étant déjà portées à sa connaissance et en étude, si tous les points que ces collaborateurs directs nous font sur l'effort qu'elle est en train de faire pour satisfaire ses besoins sont ces points de réalité, je crois que le personnel peut souffler un ouf de soulagement. Au nombre des grandes réalisations faites au niveau des infrastructures, on citera les constructions et réhabilitations d'amphithéâtres et de bâtiments sur toute l'étendue du territoire national. Au niveau de l'UAC, il y a eu l'achèvement et la remise des clés de 2 bâtiments R+2. Il y a l'amphi à Moussouga-Géraud et l'amphi Jean Plia, entièrement équipés en tables et bancs modernes et en équipement informatique, mobilier et meubles de rangement. À l'Université de Parakou, il y a l'achèvement et la remise des clés d'un amphi de type R+2, comme ce qui est à l'UAC. On a fait aussi un à l'UP. Il y a un amphi de type R+1, aussi achevé et équipé pour le campus de Sakété. Un bloc pédagogique de type R+1 d'une capacité de 700 places, 4 laboratoires de 75 places, 8 ateliers de 50 places, une bibliothèque de 600 places,
une infirmerie, la clôture et les VRD. Pour le campus de Hawaï, là, il y a le bloc administratif de type R+2 avec près de 80 bureaux. Il y a la clôture, la guérite, portail et les VRD. Pour le campus de Idinyi, il y a eu un bloc pédagogique de type R+1 de même capacité qu'à Sakété, 700 places, dont 4 laboratoires de 75 places, 8 ateliers de 50 places, une bibliothèque de 600 places, une infirmerie, la clôture, la guérite, le portail et les VRD. L'UNESTIM, à l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie, mathématiques, il y a eu achèvement et remise des clés d'un bloc pédagogique de type R+1 d'une capacité de 1000 places. Nous avons pris ce bâtiment et nous voulons loger dans ce bâtiment actuellement parce que nous manquons un peu de tout. Nous voulons loger dans ce bâtiment 3 grandes écoles d'ingénieurs. On commence petit à petit. Il y a eu des laboratoires achevés dont les clés ont été aussi remises. La construction de toutes ces infrastructures a été accompagnée par l'acquisition d'un certain nombre d'équipements et surtout l'interconnexion des universités à la fibre optique. Au total, on peut dire que nous avons près de 7 amphis, plus de 10 laboratoires, avec des salles de classe, des bureaux, des infirmeries qui ont été livrés sur les 4 campus. Déjà 2 ans et beaucoup de réalisations sont visibles dans le sous-secteur de l'enseignement supérieur. Les perspectives également sont nombreuses. Ce que j'apprécie dans les projets en cours, c'est que le gouvernement actuel a décidé de construire vraiment l'université de Parakou sur le site de Baka. La maquette est déjà là. Si ça pouvait devenir une réalité, ce serait vraiment un grand pas pour la jeunesse de l'université de Parakou. Nous allons toujours améliorer la qualité de l'éducation, notamment de l'enseignement supérieur. Notre programme de formation des formateurs va toujours continuer et le recrutement des jeunes docteurs nous permettra d'avoir du sang neuf pour accompagner le système éducatif. Grâce au leadership de Mario Dila Tanasso, beaucoup d'autres projets en perspective verront le jour, notamment la création de l'abri, entendez l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation. Il existait 4 pôles de gestion de la recherche et de l'innovation au sein du ministère. Et ces pôles sont la direction nationale de la recherche scientifique et de l'innovation, le Centre béninois de la recherche scientifique et de l'innovation, le Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique et l'Agence béninoise de vulgarisation des résultats de la recherche et de l'innovation technologique. Vous voyez qu'il y a beaucoup de structures et souvent il y a une certaine confusion en ce qui concerne la mission de chaque structure. C'est pour cela qu'il fallait les regrouper en un seul organe à 2 volets essentiels. Le volet mobilisation de fonds pour la recherche et le volet exécution de la recherche elle-même. Nous avons décidé, à travers le programme d'action du gouvernement, de rassembler toutes les énergies et de construire l'Agence béninoise pour la recherche et l'innovation à l'image du CNRST, de Mali, de Dakar, de la France. Donc ça permet d'avoir un pôle pour mutualiser toutes les infrastructures et tous les équipements pour faire de la recherche. Et il y a un pôle pour l'administration, pour la mobilisation des fonds. Autant de réformes et de réalisations rendues possibles grâce au gouvernement et à son chef, qui n'a ménagé aucun effort pour donner au monde universitaire ses lettres de noblesse. Beaucoup d'autres réformes sont engagées et seront bientôt visibles. Le secteur de l'éducation, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à l'arrivée du président Patrice Talon, n'est plus vu comme un secteur social. C'est vu comme un secteur devant favoriser la croissance économique. C'est pour ça que c'est dans le pilier 2, dans la stratégique 5. Si nous formons mal en enseignement supérieur, ceux du secondaire seront mal formés et ceux du primaire seront mal formés également. Donc nous devons mettre l'accent, et je crois que c'est la vision aussi du chef de l'État, donner tous les moyens à l'enseignement supérieur pour former des hommes de qualité parce que le développement de notre pays en dépend.
À cela s'ajouteront dans les mois à venir d'autres réformes comme la réforme au niveau des œuvres universitaires, la suppression des formations relevant de l'INAM dans les écoles privées d'enseignement supérieur, la définition de coûts de formation dans les UNB, la réforme des écoles doctorales et laboratoires de recherche, la régulation des heures supplémentaires et heures de vacation, et la création et l'opérationnalisation des conseils d'administration des UNB. Avec l'avènement du nouveau départ et sous la conduite éclairée de Marie-Odile Atanasso, l'enseignement supérieur et la recherche scientifique ont de beaux jours devant eux.